Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. C'est dans un pays sans âge que nous partons ce soir. Une terre brûlante, où souffle le vent, où l'on se cache derrière les persiennes en attendant le soir. Un pays où l'on cherche l'ombre pour ne pas être rendu fou par la chaleur. Carole Martinez écrit en 2007 un roman couronné bientôt par de nombreux prix. Le périple d'une lignée de femmes qui porte un titre quelque peu énigmatique. Le cœur cousu. Nous sommes en Espagne. Mais en quel temps sommes-nous? Le temps des contes? Le Moyen-Âge? Ce n'est qu'en milieu de roman que l'on comprend que toute cette histoire est bien ancrée dans la réalité historique de l'Espagne. Ce n'est qu'après plus de 200 pages que l'on suivra les révoltes sanglantes du peuple, la force vive des premiers anarchistes. L'histoire du pays, l'histoire des hommes. L'histoire que Carole Martinez nous raconte dans ce roman n'est pas l'histoire des hommes. L'histoire avec un grand H, non, ce n'est pas l'histoire officielle. C'est une histoire parallèle, c'est l'histoire des femmes. Les femmes qui se transmettent des savoirs immémoriaux et qui ne posent pas forcément des jalons sur la frise chronologique que l'on apprend dans les écoles, mais qui s'inscrivent plutôt dans un temps cyclique, un temps sans âge. Voilà pourquoi, pendant toute la première partie du roman, on a l'impression d'être dans le temps des contes. Mon nom est Soledad. Je suis née dans ce pays où les corps sèchent, avec des bras morts incapables d'enlacer et de grandes mains inutiles. Ma mère a avalé tant de sable avant de trouver un mur derrière lequel accoucher qu'il m'est passé dans le sang. Ma peau masque un long sablier, impuissant à se tarir. Nue sous le soleil, peut-être verrait-on par transparence l'écoulement sableux qui me traverse. Tout commence par un rite d'initiation. Une mère transmet ses dons à sa fille, suivant des pratiques bien mystérieuses. Des noyaux d'olive dans les chaussures, elles partent tous les soirs pour des marches interminables, la nuit sous la pleine lune. Connaissez-vous la chante sorcière? La nuit, elle marche, sans cesse elle marche, pendant que la mère chuchote des prières que sa fille devra retenir par cœur. Le jour, la fille est enfermée dans le noir de sa chambre, tout le jour enfermée, seule, sans manger. Pendant des jours et des jours, la jeune fille doit jeûner jusqu'à entrer en transe. Et voici comment l'auteur nous décrit cette transe. Alors son cœur battait au même rythme que le monde qui soudain emplissait sa petite chambre obscure. Il entrait en cortège par les fentes des volets, par les failles des murs. Le monde se déversait dans l'espace clos de sa chambre, s'y concentrait, la pressait de toutes parts. Elle le sentait battre dans sa cage thoracique, frémir derrière ses paupières. Le ciel s'engouffrait d'abord avec vents et nuages, puis les montagnes défilaient, enchaînées les unes aux autres comme les perles d'un même collier qu'on aurait tiré sous sa porte. Venait ensuite la pleine mer, et les murs gondolaient comme des buvards.
La création entière se rassemblait autour d'elle, en elle, et la jeune fille devenait le ciel, les montagnes et la mer. Elle venait au monde, et le monde venait à elle. Frasquita, c'est le nom de cette jeune fille. Elle assiste ici à sa seconde naissance. Elle se sent alors faire partie intégrante du monde, tissée de la même étoffe. Frasquita et le monde ne sont plus vraiment deux entités distinctes. C'est une fusion telle que ses instincts se mettent à vif, jusqu'à servir de socle à ce qu'on appelle la sorcellerie, et qui n'est autre qu'une connaissance immanente du lien entre le visible et l'invisible, entre le réel et ce qui le sous-tend. Frasquita est devenue ce qu'on appelle une sorcière, comme sa mère. Et quand une femme est dans cet état, il est clair que ses comportements ne sont pas tout à fait compréhensibles aux yeux des autres. Frasquita, sa mère et les filles à venir seront étranges, étrangères même, dans leur propre village. Perdues parfois dans des contemplations qui dépassent de loin les préoccupations des autres femmes alentour. Écoutez plutôt. Il arrive qu'on interrompe une promenade, oubliant même ce vers quoi l'on marchait, pour s'arrêter sur le bord de la route et se laisser absorber totalement par un détail, un grain de paysage. Un rien accroche notre regard et nous disperse soudain aux quatre vents avant de nous reconstruire peu à peu. Alors la promenade se poursuit, le temps reprend son cours, mais quelque chose est arrivé. Un papillon nous ébranle, nous fait chanceler, puis il repart. Peut-être emporte-t-il dans son vol une infime part de nous, notre long regard posé sur ses ailes déployées. Alors, à la fois lourd et plus léger, nous reprenons notre chemin. On perçoit ici comment Carole Martinez bascule dans la poésie, transfigurant sans cesse le réel pour en faire du merveilleux, du rêve, du conte. Elle bascule aussi peut-être tout simplement vers ce qu'on pourrait appeler la folie. Il y a toujours un double niveau de lecture dans l'écriture de Carole Martinez. On a du mal à cerner le registre dans lequel on se trouve. La cruauté du conte, le cru du réalisme, l'onirique du poétique, l'invraisemblable du merveilleux. Par exemple, lorsque Carole Martinez nous parle de l'ogre, on est projeté dans l'univers des contes. Pourtant, il ne s'agit là en somme que d'un pédophile qui viole et tue les enfants. Et puis, que penser de ces fils aux couleurs chatoyantes qui permettent à Frasquita d'exercer la magie à travers ses talents de couturière? Dans quel registre sommes-nous là? Le merveilleux? Ou bien est-ce simplement un regard qui transfigure le réel? Où est la frontière entre réalité et surnaturel quand on frôle le monde de la magie? Et que penser de ce chapitre où le mari de Frasquita se transforme en poule? Ou bien celui où la robe de noces toute brodée de fleurs se fane à force de médisance et qui des dizaines de chapitres plus tard refleurit après que Frasquita aura vécu le véritable plaisir d'amour? Je vais vous lire précisément cet extrait où la robe de noces refleurit, car il marque en milieu de roman un véritable basculement dans l'histoire. Du temps s'échappa, une éternité de soleil drue, et Frasquita sortit à son tour dans la rue, face à ses enfants. Ses cheveux soigneusement ramenés en un chignon bas et rond, elle parut, belle comme une jeune morte. Ils ne la reconnurent pas d'abord, ils ne virent que l'éclat des 1000 roses de tissu qui paraient son corsage. Son cou, ses épaules, son visage s'échappaient en bouquets de fleurs aux pétales durs et soyeux. Elle resta un long moment muette,
dans une splendeur de noces, comme sculptée dans un matériau mixte, marbre, peau et tissu, chair de fleurs et de femmes mêlées, statufiée face à la rue qui venait mourir devant sa bicoque, seule face au village qui, la guettant repliée derrière ses façades froides, grondait dans ses orbites de pierre cernées d'ombre et vides de prunelles, de couleurs, d'iris, vide de toute fleur. Durant tout le temps que ma mère mit à se décider, personne ne dit rien, et la rue resta déserte. Aucun rire ne vint faner la nouvelle épousée. Les enfants sûrs que jamais plus leur mère ne pourrait regagner sa tanière, qu'elle était brutalement devenue trop grande pour elle. Ils crurent que ce regard de leur mère, qui surnageait quelque part au-dessus d'une roseraie de tissu, se noierait bientôt, coulerait dans le corsage, dans le socle splendide. Ils redoutèrent l'instant où leur mère disparaîtrait dans le mirage de sa robe de noces. Elle se détourna, ses épaules, son cou, son visage pivotèrent lentement sur leurs tiges de tissu. Les fleurs s'agitèrent, et leur mère resta là, entière, flottant toujours dans une myriade de roses. ¿Cómo decir que me partes en mil las esquinitas de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. C'est une écriture poétique, pétrie de mystère. Pourtant, rien n'est laissé au hasard, on le sent bien. Il y a derrière chaque verbe, derrière chaque mot, un sens autre. Souvent, la narratrice parle de choses que l'on ne connaît pas, et l'on comprend longtemps après de quoi il s'agit. C'est une écriture qui ne prend pas le soin de préciser ce que le lecteur ne sait pas. Cela nous contraint à nous laisser emporter, sans nous attarder. Lire comme on marche, laisser l'élan nous emporter, surtout ne pas chercher à comprendre. Laisser émerger les visions, même étranges, même si elles ne tiennent pas debout. Continuer la lecture, sans s'arrêter, marcher, marcher, faire confiance. On lit ce livre comme une feuille suit le cours d'eau où elle est tombée. Emportée par le courant à la surface de la rivière, on court, on avance, on verra bien où l'on ira. Du reste, c'est bien une marche qui nous est contée dans les tout premiers mots du livre, le prologue. Ces pages-là aussi, admirablement écrites, nous ne les comprendrons qu'à la fin du roman. Entre mariposas negras va una muchacha morena, junto a una blanca serpiente de nieve. Depuis le premier soir et le premier matin, depuis la genèse et le début des livres, le masculin couche avec l'histoire. Mais il est d'autres récits, des récits souterrains, transmis dans le secret des femmes, des contes enfouis dans l'oreille des filles, sucés avec le lait, les paroles bues aux lèvres des mères. Rien n'est plus fascinant que cette magie, apprise avec le sang, apprise avec les règles. Des choses sacrées se murmurent dans l'ombre des cuisines. Au fond des vieilles casseroles, dans les odeurs d'épices, magie et recettes se côtoient. L'art culinaire des femmes regorge de mystère et de poésie. Tout nous est enseigné à la fois. L'intensité du feu, l'eau du puits, la chaleur du fer, la blancheur des draps, les fragrances, les proportions, les prières, les morts, l'aiguille et le fil. Et le fil. Parfois, dans les profondeurs d'une marmite en fonte, surgit quelque figure desséchée. Une aïeule anonyme m'observe, qui a tant su, tant vu, tant tu, tant enduré.
Les douleurs muettes de nos mères ont bâillonné le cœur. Leurs plaintes sont passées dans les soupes, larmes de lait, de sang, larmes épicées, saveurs salées, sucrées, onctueuses larmes au palais des hommes. Ce qui n'a jamais été écrit est féminin. C'est donc une ode faite à l'histoire des femmes, à celle qui n'est pas écrite dans les livres d'histoire, celle qui se raconte et se transmet au-delà de ce que savent les hommes. Le cœur cousu, c'est une réflexion sur l'oralité, ses atouts et ses dangers, une réflexion sur la place du réel. En écrivant ces lignes, la narratrice, Soledad, qui n'est autre que la plus jeune enfant de Frasquita, rompt la chaîne immémoriale de la transmission orale. Depuis sa naissance, sa sœur conte et raconte l'histoire de sa famille dans un murmure ininterrompu. Et Soledad ne vit que par cela. L'inlassable voix de la conteuse qui l'a confondue jusqu'à emmêler tous ses souvenirs. Voici une description émouvante d'Anita, l'enfant muette, qui, après son initiation, trouvera sa voix pour accomplir sa destinée de conteuse. Et tout son corps contribue à conter. Écoutez ce merveilleux texte où Carole Martinez célèbre les gestes de l'oralité. Les mains des conteuses sont des fleurs agitées par le souffle chaud du rêve. Elles se balancent en haut de leurs longues tiges souples, fanent, se dressent, refleurissent dans le sable à la première averse, à la première larme, et projettent leurs ombres géantes dans des ciels plus sombres encore, si bien qu'ils paraissent s'éclairer, éventrés par ses mains, par ses fleurs, par ses mots. Anita ne sait plus lire, elle a oublié. Elle s'est soudain refusée aux mots écrits. Elle dit que l'écriture enterrera les mains des conteuses et qu'aucune voix ne nous guidera plus dans les ténèbres du mythe. Les lettres écrites, ces courbes, cette encre, ces mots morcelés pourriront sur leurs feuilles, mémoire morte. Les contes seront oubliés. Pour elle, tout livre est un charnier. Rien ne doit être inscrit ailleurs que dans nos têtes. Elle a des contes tatoués sur les lèvres. Le temps aura raison de ces traditions orales. Lorsqu'elle est en âge d'être initiée, Soledad, la plus jeune enfant, se dévoue. Elle rompt la chaîne. Elle casse la malédiction des sorcières vouées aux transmissions orales. Elle écrit ce livre. C'est donc un livre qui n'aurait jamais dû être écrit. Un livre qui ouvre la boîte sacrée d'un secret. Et si vous lisez le roman en entier, vous comprendrez pourquoi je parle du secret comme d'une boîte. Sillonner les oliveraies, se cacher dans les déserts de pierre, devenir anarchiste, traverser la Méditerranée jusqu'à la steppe d'Alpha où le vent charrie le sable du Sahara. Restez dans l'univers de ce roman de Carole Martinez. Visitez la page qui lui est consacrée sur notre site intitulé « Tout avec presque rien ». Merci à Marie pour le son et les images. À bientôt.